Ces manifestations sont aussi, à mon avis, l'occasion de découvrir une très grande solidarité entre des groupes très différents en Israël qui auparavant ne se croisaient pas beaucoup. Ils veulent un changement, ils ont une revendication commune, c'est la démission du chef du gouvernement actuel. Jonathan Alexandre, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On peut dire que ces dernières semaines, vous êtes un manifestant régulier dans les manifestations du samedi soir devant la rue Balfour. Cette semaine, c'était dimanche soir, à la fin de la fête de Rosh Hashanah. La question que je voudrais vous poser d'emblée, on est en reconfinement, l'État d'Israël a décidé de reconfiner, et même si le droit de manifester est un droit élémentaire dans une démocratie, la question est de poser, est-ce que finalement, le fait de rassembler des milliers de personnes devant la résidence du Premier ministre, quel que soit l'objectif de cette manifestation, eh bien, ce n'est pas un appel à désobéir, on va dire, massivement, et à susciter, on va dire, dans d'autres secteurs, une forme de mépris des règles du reconfinement? Ok, bon, alors, merci de me poser cette question. Je crois qu'il y a beaucoup de réponses à ça. La première, c'est en fait que les manifestations sont une très minuscule et même pas prouvée source d'infection. Si on suit par exemple ce que disait Haggai Levin, professeur de Hebrew University à fin août, il disait on ne trouve pas de traces d'infection dans les manifestations. J'avais même écrit un article à cette époque-là en disant que c'est une sorte de miracle. Mais depuis lors, ce qu'on a vu, le Misrad Abriout récemment a dit qu'on a trouvé 55 personnes qui ont été aux manifestations dans le pays et qui en fait sont aujourd'hui positives, mais ils peuvent l'avoir attrapé ailleurs aussi, sachant que 70% des infections, on les attrape chez soi. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense que les gens qui ont peu de confiance dans les mesures du gouvernement sur le confinement n'ont pas besoin, malheureusement, de Balfour pour se convaincre que c'est OK d'aller à la plage. Je vous ai vu des gens qui ont été spontanément aller nager, j'ai vu l'autre jour, en faisant semblant de faire une sorte de manifestation, mais en réalité, ils avaient envie surtout de se rafraîchir. Et je crois que simplement, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de ce confinement, et ça, je le regrette, on a une perte totale de crédibilité du gouvernement qui fait que, de toute façon, les gens n'ont pas confiance dans ce confinement. Alors, ce qui me concerne, moi, j'habite à moins de 500 mètres, donc forcément, c'est plus facile pour moi d'aller à Balfour. L'autre chose que je pourrais dire, c'est que la dernière fois que j'y étais, c'est-à-dire Motzei Yom Tov, à la fin de Rosh Hashanah, il y avait en fait beaucoup plus de gens que je ne croyais. Pour être honnête avec vous, je pensais que seuls allaient venir les gens de Jérusalem, peut-être quelques autres personnes, et finalement 500 bus sont venus. C'était très émouvant, mais également ce qui pose un problème parce que la police ne laisse pas assez d'espace aux gens pour s'espacer. J'ai calculé qu'on était entre 1 à 2 mètres carrés par personne. Forcément, on ne va pas pouvoir se mettre à 2 mètres de distance. Donc, je te suggérerais, sachant que le droit de manifester est quand même quelque chose de très important en Israël, c'est que la fois prochaine, il y ait des espaces beaucoup plus importants. Il y avait sur la rue, j'ai vu marqué à la craie les endroits où les gens devaient se mettre. Donc, on aurait pu faire une manifestation comme elle a été faite à Kikar Rabin. Donc, au début, vous vous rappelez, cette photo, on voit les gens presque quadriller la place en quelque sorte. On pourrait faire la même chose et respecter en fait les règles du confinement, tout en manifestant l'opposition au gouvernement. Alors, je repose la question un peu autrement, parce que on est tous mobilisés. On dit que l'ensemble de la population doit faire montre de responsabilité. Pas responsabilité privée ou égoïste et tout ça, mais responsabilité nationale, parce que la crise est visiblement très grave. On le voit aujourd'hui, en quelques jours, ça grimpe, le nombre de malades grimpe. Finalement, est-ce que, même si ce droit est effectif et réel, on ne peut pas mettre une sorte de pause pour donner l'exemple, pour montrer que, qu'il y a une forme de solidarité dans la société israélienne, et vous savez, ces manifestations, elles sont extrêmement médiatisées. Chaque samedi soir, il y a tous les médias israéliens qui nous montrent les manifestations. Alors, ça ne donne pas le bon exemple, ça encourage tout simplement d'autres publics. Vous parliez tout à l'heure des gens qui, à la plage, disaient qu'ils manifestaient. Mais dans tous les secteurs, on a utilisé cette brèche si ce n'était pas terrible, on pourrait en rigoler. Mais pour dire, les orthodoxes ont mis sur les autobus qui les déplaçaient de Bnei Brak à Jérusalem pour aller voir leur rabbi pendant la fête de Rosh Hashanah. Nous allons manifester à Balfour. C'est-à-dire, c'est devenu une sorte de plaisanterie, mais c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Pourquoi
pourquoi des gens responsables comme vous, apparemment, eh bien, ne mettent pas une pause et ne disent pas « Ok, pendant le reconfinement, on va mettre de côté cette protestation pour donner l'exemple ». Eh bien, je vous répondrai justement en prenant le début de votre question. Vous avez dit, n'est-ce pas un moment donné où nous devons tous penser au pays plutôt qu'à nous-mêmes? Eh bien, en fait, les gens qui viennent à Balfour, ils pensent au pays plutôt qu'à eux-mêmes. Et les gens qui viennent là savent qu'il y a un risque minuscule entre nous. Hein. Le risque est vraiment extrêmement faible, mais ils savent qu'il y a un petit risque et ils le prennent. Mais attendez, Jonathan, juste, je voudrais vous reprendre aussi sur ce point, parce que vous dites qu'il y a un risque faible. Mais disons, hein, je ne sais pas, moi on m'a dit, je me suis rendu 2-3 fois le soir à Balfour, le samedi soir, et il y a visiblement des gens qui ont découvert les moyens de contourner, on va dire, les traçages du Shin Bet, etc., qui laissent leur téléphone en soirée chez eux à Tel Aviv, comme ça ils ne sont pas repérables, et ils peuvent aussi transmettre le virus. Et si je ne sais pas pourquoi, par exemple, le sang des manifestants de Balfour est bleu, alors que celui des Haredim qui veulent prier au Kotel est rouge, pourquoi? Eh bien, finalement, au Kotel à Maharavi, qui est à 500 mètres à vol d'oiseau de Balfour, eh bien, il n'y a plus personne. Vous savez qu'il n'y a plus personne au Kotel. Je vois que vous portez la kippa. On ne peut plus prier au Kotel. Pourquoi cette distinction? Les gens ne comprennent pas. Alors, le Kotel, ça, c'est parce que simplement, c'est pas si facile que ça d'arriver au Kotel déjà en période de confinement. Mais par contre, dans les synagogues, comme vous savez, les choses continuent. Donc, par exemple, on peut avoir jusqu'à 10 personnes ou même 20 personnes. Ou même non, plus, je parle à l'extérieur. Je parle à l'extérieur. En fait, tout ce qu'on sait parfaitement, que le risque dans une synagogue d'infection est 10 fois supérieur à l'extérieur. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de synagogue. Je ne sais pas pourquoi il y a si peu d'infections à Balfour, mais ce que je vous dis, c'est que le Misrad Habriout a déclaré qu'on a trouvé 55 cas depuis les 3 dernières semaines, sachant quand même que ça veut dire moi je pensais qu'il y avait 15-20 000 personnes, donc l'autre jour à Yom Tov, c'est quand même une probabilité très, très, très faible si le Misrad Habriout a raison, bien sûr. Oui, et si j'aurais tendance à vous dire peut-être qu'il faudrait pour que les malades du Covid puissent venir à Balfour pour que vous les bénissiez peut-être, parce que vous n'avez peut-être pas les Et Ben Gurion a dit qu'il fallait croire au miracle. Voilà, il faut croire au miracle. Mais je reviens à votre question. Même si effectivement pour parler de Netanyahou, parce que c'est Netanyahou qui est la cible, on va dire, de ces manifestations. C'est la volonté de changer de gouvernement, de changer de Premier ministre. Même là... C'est le point commun, oui. Même là, c'est-à-dire, vous ne voyez pas à l'extérieur l'impact négatif que cela peut avoir, vous personnellement, par exemple? Si ça arrivait à un changement de gouvernement, je crois que ce serait un impact positif. Mais vous le savez, le gouvernement ne va pas démissionner de la sorte à la suite de manifestations. Les manifestations ont prouvé leur inefficacité depuis de nombreuses années, mais très bien, c'est un droit légitime. Mais en période de reconfinement, en période où tout le public est privé, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, on ne peut pas aller voir ses parents, on ne peut pas, des personnes ne peuvent pas aller voir leurs proches, vous ne pouvez probablement pas aller voir vos petits-enfants. Finalement, comment vous expliquez ce paradoxe? En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que l'objectif que nous avons, c'est un objectif supérieur. C'est-à-dire les gens qui vont là veulent vraiment un changement. Et contrairement à ce que vous disiez il y a 2 minutes, ils n'y vont pas sans espoir. Moi qui suis depuis longtemps maintenant ces manifestations, j'ai vu en gros 3 phases. La première phase, c'est la phase où en gros seuls les indépendants venaient, les indépendants désespérés de voir les affaires qu'ils avaient construites pendant 10-15 ans s'effondrer. C'était une phase de désespoir, effectivement. Et ensuite, il y a eu une vague de jeunes en fait, qui sont arrivés, donc tous les Motzei Shabbat, c'était beaucoup plus jeunes d'un seul coup, des jeunes qui n'ont pas voté plus de 3 fois, si vous voyez ce que je veux dire, ou même des jeunes qui n'ont jamais voté. Et en fait, il y avait un immense espoir. On sentait de manière visible, on sentait vraiment un espoir qui se transmettait à tout le monde et qui en fait, d'une certaine manière, aidait un peu les indépendants qui s'y trouvaient aussi. Et puis là, dernièrement, c'est justement à la sortie du Motzei Shabbat, de Motzei Yom Tov, j'ai vu une foule différente, des gens un peu plus âgés, beaucoup plus déterminés. Donc en fait, mais toujours avec l'espoir qu'il y ait un changement. Je vous rappelle quand même qu'il y a 4 premiers ministres en Israël qui ont démissionné suite à la pression publique. Golda Meir, Menachem Begin, Yitzhak Rabin et Ehud Olmert. Donc ça veut dire que l'idée qu'un ministre démissionne en cours de mandat n'est pas absurde. Ça s'est produit auparavant dans l'histoire d'Israël.
Et moi, je ne suis pas si sûr qu'en fait, on ne va pas avoir une démission à un moment donné de Benjamin Netanyahou. Comment, à partir de là, comment vous voyez la suite des opérations? Si, par exemple, le reconfinement devait être durci plus encore, vous pensez que ça reste tout à fait légitime de continuer à manifester? En ce qui me concerne, je me tiendrai à la loi. D'accord ? Donc, je pense que le droit de manifester est un droit fondamental en Israël. Si nous avions une constitution, il serait certainement inscrit dans la constitution. Et je pense que la justice le voit de cette manière-là. Donc, de ce côté-là, je crois que même si elles sont durcies, il y aura toujours des manifestations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si des mesures étaient prises pour empêcher les manifestants de manifester d'une manière ou d'une autre, alors un certain nombre d'entre eux ne respecteront pas les réglementations. Bon, c'est dommage. Un plus grand nombre d'entre eux, je pense, trouveront une manière plus créative d'exprimer leur opposition qui ne disparaîtra certainement pas. Comment, si vous vous retrouviez nez à nez avec des orthodoxes, on va dire des gens qui ont passé le Rosh Hashanah et ont l'intention de passer Kippour, par exemple, dans leur cours chassidique, que ce soit le chassidim de Gour ou d'autres chassidoutes, qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce que vous vous sentiriez, on va dire, suffisamment fort pour leur faire un reproche en leur disant vous nous mettez en danger? Non, en fait, j'ai beaucoup d'amis orthodoxes, et notamment Haredi, en fait, du côté de Beth Vagan, d'ailleurs, et on en parle très souvent. En fait, je pense qu'on est grosso modo tombé d'accord sur le diagnostic, si vous voulez. C'est-à-dire que pendant les 3 premières semaines, en mars, il y a eu effectivement pas mal de côté orthodoxe, de gens qui disaient tant qu'on étudie la Torah, on est protégé, etc. Donc, une certaine difficulté, en fait, à accepter les mesures. Après 3 semaines, vu le nombre de cas qui sont arrivés, en fait, le secteur Haredi a vraiment compris aujourd'hui. J'ai des amis, un de mes amis vient de mettre un neveu dans une yeshiva qui demande 2500 shekels de dépôt par an, et le gamin est trouvé en dehors de la yeshiva, il perd le dépôt tout de suite. Donc il y a quand même des mesures, il y a des pans entiers de la société ultra-orthodoxe qui ont vraiment accepté les mesures, et ça c'est kol hakavod, absolument aucun problème. Aujourd'hui, un très grand nombre, 70% en fait, des infections, d'après le Misrad Habriout, se produisent dans les familles. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'infections dans les familles arabes ou les familles ultra-orthodoxes, c'est parce que c'est des grandes familles, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ne respectent pas les mesures. Enfin, de mon point de vue, je suis assez proche de ces milieux, donc je ne les juge pas du tout de manière péremptoire, comme certains, malheureusement. Je voudrais peut-être vous poser une question plus générale, mais qui est une question de principe, presque idéologique. On a beaucoup parlé ces dernières années dans l'État d'Israël de la nature de cet État. Est-ce que l'État d'Israël est un État plus juif ou plus démocratique? Est-ce que finalement aujourd'hui, lorsque dans l'État d'Israël reconfiné, en situation de crise sanitaire et économique sans précédent, on ouvre cette brèche de la manifestation et on permet la poursuite de la manifestation, alors que, comme je vous le disais, par exemple, on ferme le Kotel, quasiment totalement l'esplanade du Kotel. Ça ne veut pas dire que finalement, au bout du compte, l'État d'Israël, c'est un État qui est plus démocratique que juif et qui revendique plus facilement son aspect démocratique que son aspect juif? Pourquoi tant de pessimisme? Non, ce n'est pas pessimiste, c'est une réalité. Il y a le destin extraordinaire des Juifs de revenir dans ce pays, il s'exprime tous les jours, nous le voyons en fait. Donc ça, c'est clair, c'est en marche. L'autre jour, j'ai vu pour la première fois d'ailleurs à Balfour un groupe de femmes Haredi qui étaient venues de Meacharim, qui venaient donc manifester aussi. Donc elles manifestaient contre le confinement en fait en ce qui les concerne. En fait, ces manifestations sont aussi, à mon avis, l'occasion de découvrir une très grande solidarité entre des groupes très différents en Israël qui auparavant ne se croisaient pas beaucoup. Ce n'est pas du tout l'extrême gauche et les anarchistes que j'ai jamais rencontrés d'ailleurs. J'ai vu des Likoudnikim, j'ai vu même un membre de Otzma Yehudit en fait qui se trouvait donc à Balfour. Vous savez qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'Israéliens qui viennent voir ce qui se passe à Balfour. Vous avez sans doute raison. Il y a des jeunes aussi qui, forcément, n'avaient pas d'autre endroit à aller le samedi soir que Balfour. Il y a certainement un certain nombre d'entre eux comme ça. Mais beaucoup d'entre eux ont quand même un énorme idéalisme derrière. Ce n'est pas du tout de l'inconscience. Ils viennent à Balfour, ils veulent un changement. Et ce changement, ce n'est pas généralement vers un changement de société purement démocratique et non juive. L'immense majorité des gens qui sont à Balfour sont juifs, bien sûr. Et en fait, sont sionistes. Mais ils ne sont peut-être pas sionistes dans le même
post-sionisme qu'on voit par exemple dans d'autres segments de la société. Donc c'est un courant, c'est plutôt une multitude de courants qui se recouvrent. Ils ont une revendication commune, c'est la démission du chef du gouvernement actuel, mais ils ont bien sûr d'autres recommandations. Par exemple, j'ai vu un groupe qui demande qu'il y ait moins de violence faite aux femmes, qui certainement n'est pas un groupe seulement de gauche, du moins je l'espère. Donc il y a des tas de groupes différents. Il y a quelque chose qui se passe à Balfour en termes de conversation, en termes de débat, en termes ce n'est pas simplement une manifestation monotone, mono-argument et mono-revendication. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il faut y aller, il faut aller voir, il faut discuter. Eh bien, Jonathan Alexandre, merci beaucoup. C'était très intéressant et instructif de dialoguer avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et Khatima Tova, à bientôt. Khatima Tova. Bye bye.